Bien, cette dernière table ronde est consacrée en réalité à la manière dont les sociétés, dont certains segments de sociétés produisent des inégalités. Alors c'est pas totalement absurde d'avoir un historien du XVIIe, XVIe, XVIIIe et deux économistes ou socio-économistes aujourd'hui, parce que leurs travaux mettent bien en valeur, de mon point de vue, deux manières de produire des inégalités, et dont la seconde est très paradoxale. Alors, la première, évidemment, est une façon de produire des inégalités qui consiste à fermer les groupes sociaux sur eux-mêmes et d'une certaine façon à naturaliser les inégalités. On apprend que la noblesse au XVIe se faisait par la terre et que donc il y avait une certaine circulation sociale, une certaine mobilité, et que lorsqu'on déclare que la noblesse se transmet par le sang, eh bien c'est fini, la noblesse se fige et l'inégalité se fige et se naturalise, ce qui n'a pas été sans conséquences politiques, si l'on en croit Tocqueville, Hobsbawm, Barrington Moore. C'est pour ça qu'on a eu une révolution. Alors, dans son travail, Nicolas Frémaux, qui prend trois grands âges de la famille, montre que, alors avec 1000 nuances, parce que je vais beaucoup trop vite, mais ce qu'il appelle la famille dynastique relève quand même du premier modèle. Au fond, il faut fermer. Pour faire des inégalités, il faut fermer, il faut accumuler et fermer. Donc on choisit les conjoints, on marie les enfants, on met des dots, on évite les mauvais mariages, on structure les inégalités en fermant les capitaux, les patrimoines, etc. Cette famille, si j'ai bien compris, commence à se déliter. Ça correspond, alors je le signale, largement aux thèses classiques de Shorter, de Parsons, etc. Après la guerre de 14, les gens quittent la campagne, les gens se marient par amour. Il se crée donc une certaine égalité entre les hommes et les femmes. On le voit bien parce que les femmes accèdent à égalité au patrimoine familial constitué par le nouveau couple qui a échappé à la terre, à la tradition et à la dynastie, qui a quitté le monde d'Élie et d'Ad pour entrer dans le monde moderne. Très étrangement, évidemment, cette égalité relative se paye par une inégalité conjugale extrêmement forte. C'est-à-dire que ça marche d'une manière macro entre les hommes et les femmes dans la société, mais à l'intérieur de la famille, évidemment, ça suppose une division du travail extrêmement forte. Ça, ce serait le deuxième âge, l'âge moderne, au fond, où on a de l'égalité macro et de fortes inégalités micro. Et puis, le progrès n'arrêtant pas, on apprend dans le texte de Nicolas, qui est relayé par le texte de Marion, qu'on va rentrer dans un troisième âge à partir des années 65. L'égalité des femmes se développe, elles sont plus enfermées dans la famille, le niveau de diplôme augmente, le niveau d'emploi salarié augmente, le contrôle sur les naissances s'accentue, on se marie donc de plus en plus tard, ce qui fait qu'on a déjà accumulé un peu de patrimoine, on anticipe le divorce et on entre dans une famille égalitaire contractuelle. Au fond, c'est moins une institution familiale, si je comprends bien, que deux individus égaux qui passent un contrat du temps que leurs intérêts, leurs sentiments, ils trouvent une manière à épanouissement. Voilà. Donc on a envie de dire l'égalité a triomphé. Clap final, bravo. C'est encore une histoire qui finit bien. Sauf que ce que montre Marion, c'est que ce triomphe de l'égalité, d'une certaine manière, engendre des mécanismes inégalitaires. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on quitte le premier modèle où l'égalité se fait par enfermement, restriction des libertés, contrainte, domination masculine, dans un monde dans lequel la production de l'inégalité procède de l'affirmation de l'égalité. Je dirai pourquoi je crois assez fortement à ce modèle dans 2 minutes. Et donc Marion nous expliquera comment plus le nombre de contrats de mariage augmente entre 1998 et 2010, et c'est extrêmement spectaculaire, plus le patrimoine des familles de ces couples augmente, ce qui est bien. En réalité, plus les inégalités augmentent, à la fois entre les riches et les pauvres, à la fois entre les femmes et les hommes, et à la fois, on
envie de dire, dans la reproduction entre les générations qui devient encore plus automatique qu'elle n'était. Alors, voilà la manière dont j'ai lu, moi, ces trois articles qui me permet de manière sans doute un peu forcée quand même, mais quand même de trouver une forme de récit dans ces trois articles. Et je trouve ce récit, je dirais d'autant plus vraisemblable que m'étant beaucoup intéressé aux inégalités scolaires, on y a observé exactement la même affaire. La grande affaire dans l'histoire des inégalités scolaires depuis 50 ans, ça n'est pas tellement qu'il y a plus d'inégalités qu'il y a 50 ans, il y en a plutôt moins. Mais ce qui a complètement changé, c'est la manière de produire ces inégalités. L'école d'après la Deuxième Guerre mondiale était une école qui ressemblait très largement au monde d'Élie, avec des établissements clivés, des carrières scolaires clivées, des héritiers, des boursiers, des gens qui ne se fréquentaient pas, et quelques héros qui, grâce à leur vertu, pouvaient faire un bon mariage dans les lycées bourgeois. Et on comprenait très bien comment se produisaient des inégalités. Puis on est passé à un système qui ressemble beaucoup à celui qui est décrit de ce côté-là de la table, c'est-à-dire tout le monde est traité à égalité, tout le monde entre dans le même système, et on a des inégalités qui, au bout du compte, sont presque aussi fortes que celles qu'on avait dans l'ancien système, mais qui se sont produites d'une manière complètement différente par un mécanisme d'agrégation de petites inégalités qui finissent par produire des inégalités tout aussi fortes, presque aussi fortes que les précédentes. Mais évidemment, ce qui distingue les deux périodes, ça n'est pas tellement qu'il y a plus ou moins d'inégalités, c'est que la manière de les fabriquer a totalement changé de nature. Et je trouve que vos textes s'inscrivent dans une forme de raisonnement d'une certaine manière un peu comparable, puisqu'on est passé, alors si j'en reste à l'histoire des mariages et de la famille, à un système où au fond l'enjeu est de contrôler les alliances pour maintenir du capital, à un système dans lequel des individus libres et égaux font les choix qui les arrangent, mais ces choix qui les arrangent finissent par produire autant d'inégalités que le premier. Sauf que là, les individus ne pourront pas s'en prendre aux autres, puisque c'est eux qui ont choisi de les faire. Donc on entrera dans le monde de la haine de soi, du ressentiment, sentiment charmant que nous connaissons tous. Voilà, je donne la parole. Alors on va faire le papier chronologiquement. On commence au XVIe siècle, on terminera en 2010. Voilà. Bonjour à tous. Alors sur ces fortes paroles optimistes, je passe donc pour aller voir des sociétés qui nous touchent moins et donc qui ont moins d'enjeux immédiats. Merci François pour cette introduction. Alors on va être dans le milieu, comme en début d'après-midi, des gens qui ont du bien, ce qui nous change de la deuxième table ronde de ce matin, parfois beaucoup de bien. Et parmi ces biens, un certain nombre ont des caractères spécifiques, et c'est à eux que je vais m'attacher en particulier, qui sont les seigneuries. Alors, je vais commencer par une question simple. Vous aurez peut-être déjà compris qu'en sciences sociales, des questions simples débouchent en général, ou parfois sur des réponses assez complexes. Pourquoi la noblesse française, qui est, on le sait, très liée à l'Ancien Régime, a-t-elle perduré, conservé une reconnaissance sociale et symbolique, après la Révolution qui l'a abolie, et plus encore jusqu'à nos jours? Alors la réponse du sens commun semble s'appuyer sur une évidence parée de la légitimité historique. La noblesse en France, c'est bien connu, se transmet en ligne paternelle par le sang. Il y aurait là un fait de nature en quelque sorte, on est noble par son père. Et alors à rebours de cette perspective, je voudrais montrer qu'entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les mécanismes de la reproduction de la noblesse ont profondément changé de support et de nature, que les modalités de la transmission des biens et la place de ces derniers dans l'existence de la noblesse se sont transformées en même temps que la définition même de celle-ci. La noblesse n'a pas été immuable. Comme tout groupe social, au fond, elle résulte d'un rapport social qui, en l'occurrence, articulait des logiques de transmission que nous pourrions qualifier de privées, avec donc ces logiques de transmission, des représentations plus ou moins partagées sur ce qu'était la noblesse et une reconnaissance politique du second ordre par la monarchie. Or, tous ces éléments, transmission des biens, représentation, reconnaissance politique, ont évolué dans le temps, plus ou moins de concert.
Et si je résume, alors là, de manière extrêmement simpliste, sans doute en une formule, le changement qui s'est opéré entre XVIe et XVIIIe siècle, on peut dire que le fondement de la noblesse est passé donc de la terre au sang. Alors on peut affirmer pour commencer que tout au long de l'Ancien Régime, transmettre la noblesse suppose de transmettre des biens spécifiques. Alors certes, je l'ai dit, enfin on le sait, la noblesse était bien transmise par le père à ses enfants. Mais sous l'Ancien Régime déjà, on savait qu'une telle définition était insuffisante. Je prends juste un exemple, Gilles-André de la Rocque, auteur en 1678 d'un traité de la noblesse et de ses différentes espèces, distingue pas moins de 20 espèces de noblesse. Et les historiens, depuis, ont également montré que la réalité était plus compliquée. Au XVIe siècle, certaines familles parviennent à s'anoblir en 2 ou 3 générations en adoptant le mode de vie caractéristique de la noblesse à l'époque, c'est-à-dire ils achètent une seigneurie, ils habitent un manoir, ils participent de temps en temps aux armées royales, ce qui leur permet progressivement d'obtenir la reconnaissance sociale de leur père, c'est-à-dire des nobles qui finissent par les considérer comme tels, et également des habitants des alentours. Et ils s'intègrent comme ça au second ordre. D'autres s'anoblissent en achetant des charges qui confèrent la noblesse, et d'autres encore reçoivent des lettres de noblesse données par le roi. Certaines familles nobles, en revanche, incapables de subvenir à leurs besoins sans pratiquer des métiers ou des activités qui sont considérées à l'époque comme dérogeants, tombent dans la rupture et disparaissent des listes de nobles. Donc la réalité sociologique du second ordre est mouvante, changeante, et demeurer noble suppose, une condition sine qua non, d'être en capacité de transmettre des biens suffisants pour maintenir un mode de vie adéquat, sans exercer donc de travail dérogeant. Et parmi les biens transmis dans ces familles nobles, les seigneuries sont centrales. Elles confèrent non seulement un droit sur la terre, on appelle à l'époque une propriété éminente, en vertu de laquelle les paysans qui sont tenanciers de terre sur ces seigneuries versent une redevance à leur seigneur, mais aussi par la justice qui est associée à ces seigneuries, un droit sur les hommes qui les peuplent. Et évidemment, elles assurent en outre des revenus. Alors pour nombre de familles, la perpétuation de leur noblesse dépend de leur capacité à léguer ces seigneuries. Pour comprendre ce phénomène, ainsi que ses évolutions, sans rester prisonnier des discours prescriptifs de l'époque qui vous disent ce qu'est la noblesse, il faut se pencher sur les pratiques de transmission du patrimoine dans les familles nobles. Et donc là, se plonger dans un océan d'archives fait de contrats de mariage, de donations, de testaments, de partage, d'inventaires après décès, etc. Et il est alors possible de reconstituer des généalogies familiales solides, assurées, des fortunes, des positions sociales, de pouvoir, des ascensions et des déclins de différentes familles, et également d'entrer dans le détail de la transmission des biens en leur sein sur plusieurs générations, ce qui permet de voir des évolutions. Alors comment se transmettent les seigneuries au XVIe et au début du XVIIe siècle? D'une manière générale, on le sait, les droits concernant l'héritage dans la noblesse favorisent, quoique différemment selon les provinces, l'aînesse masculine. Néanmoins, c'est important, tous les enfants héritent de leurs parents. En outre, le contrat de mariage est à l'époque un instrument essentiel dans la noblesse, dans la dévolution d'une partie du patrimoine, puisque tous les enfants mariés reçoivent une avance sur héritage au moment du mariage, ou que dans les provinces de droit écrit, les filles sont dotées à ce moment-là. Dès lors, la transmission des seigneuries est en fait un phénomène assez complexe, dont les modalités sont diverses. Ça peut passer par des ventes, par des échanges, par des accords résultant de partages successoraux, des donations, des retraits lignagés, des contrats de mariage, des fideikommiss, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on entre dans le détail, tous ces procédés sont fondamentalement liés au fait que les seigneuries ne relèvent pas d'une propriété individuelle, mais d'une propriété collective de la famille. Les seigneuries circulent donc largement à l'intérieur de la parenté, et j'entends parenté dans le sens la consanguinité, certes, mais aussi l'affinité, c'est-à-dire par l'alliance. Cette circulation des seigneuries ne répond pas à l'existence d'un marché fondé sur l'offre et la demande. Et en outre, l'analyse montre, c'est un point sur lequel j'insiste, que ces seigneuries circulent largement par les femmes, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'alliance.
et que, d'une manière générale, les biens apportés par les femmes sont essentiels à la perpétuation des familles nobles. Alors cette circulation n'est cependant pas la même pour toutes les seigneuries. Certaines ont un caractère identitaire en ce qu'elles confèrent aux familles le nom principal sous lequel celles-ci sont connues, et qui est parfois aussi leur patronyme. Et là encore, quand on entre dans l'analyse, pour les familles nobles de ce XVIe, début du XVIIe siècle, il n'est absolument pas question d'abandonner une telle seigneurie identitaire. Alors un exemple, les d'Averton ne se sont jamais séparés de leur seigneurie éponyme dans le Maine, qui s'appelle l'Averton, même lorsqu'ils ont dû faire face à des difficultés financières, et ils ont préféré vendre des terres pourtant titrées et beaucoup mieux situées, par exemple la baronnie de Milly-en-Gâtinais, c'est aujourd'hui Milly-la-Forêt, près de Fontainebleau, donc près d'un lieu de la cour royale. Ils ont préféré s'en séparer plutôt que d'abandonner leur seigneurie d'Averton, qui d'ailleurs leur rapportait moins. Donc toutes les seigneuries ne circulent pas également. Certaines font au contraire l'objet de stratégies destinées à les immobiliser dans un patrimoine dont elles constituent le cœur substantiel. Plus encore, en cas d'absence d'héritier mâle, une fille peut recevoir en héritage, et donc transmettre, le nom et l'ensemble du patrimoine qui lui est associé. C'est ainsi que, pour reprendre l'exemple des d'Averton, Renée d'Averton, qui est une femme, Renée E., devenue héritière, se marie en 1582, donc elle est l'unique héritière des biens de sa famille, et elle se marie en 1582 avec un cadet venu de Gascogne, à charge pour l'époux et les enfants du couple de relever son nom et ses armes. C'est l'expression consacrée de l'époque. C'est-à-dire que son mari et ensuite ses enfants reprendront le nom d'Averton avec les armoiries qui sont associées. En termes anthropologiques, ce système peut être pensé comme un système à maison, selon la définition qu'en a donnée Claude Lévi-Strauss. Dans un système à maison, la parenté est indissociable des biens. Le nom est attaché à un patrimoine, et c'est la perpétuation de ce complexe qui est au cœur des modes de transmission de la noblesse. La richesse des maisons nobles était constituée à la fois de leur nom, de leur titre, des biens matériels, et aussi des biens symboliques et spirituels, par exemple les chapelles seigneuriales. La conception de la parenté nobiliaire était donc largement ancrée sur les biens qui structuraient ces familles, même si toutes les seigneuries, j'insiste, n'étaient pas équivalentes de ce point de vue, ce qui explique que certaines d'entre elles pouvaient sortir du patrimoine des maisons, tandis que d'autres, au contraire, y restaient, selon qu'elles étaient ou non le support de l'identité familiale. La pratique du relèvement du nom et des armes confirme donc que l'élément essentiel sur lequel repose le système n'est pas la patrilinéarité, la transmission pure en ligne paternelle, même si la noblesse se transmet bien de père en fils, théoriquement, mais ce sont les biens. Et les hommes et les femmes transmettent des biens et des droits auxquels sont associés des dignités et des revenus qui sont fondamentaux pour l'appartenance au second ordre. Alors au XVIIe et au XVIIIe siècle, tout un ensemble de facteurs sociaux et politiques ont conduit à la prépondérance d'une véritable idéologie du sang et de l'ancienneté, devenue critère de vraie noblesse, c'est une expression qu'on trouve très souvent à l'époque, ce qui a affecté les pratiques de transmission au sein des familles du second ordre. Alors l'idée que la noblesse vient des pères et que le sang y a part n'était donc pas nouvelle au temps des guerres de religion, mais les historiens ont montré qu'elle n'avait pas encore acquis au XVIe siècle l'importance centrale qu'elle a eue par la suite. C'est à partir de la fin du XVIe siècle que sa pertinence sociale s'est accrue à mesure qu'elle a été couplée justement à l'idée que seule la preuve d'une ancienneté justifiait de la vraie noblesse. La promotion du sang et de l'ancienneté se lit dans les ouvrages traitant de la noblesse à cette époque, et le patrilignage, c'est-à-dire l'ensemble des lignes généalogiques qui passent uniquement par les mâles, qui remontent à un ancêtre commun, ce patrilignage devient fondamental dans tous les discours qui touchent à la noblesse. De même, l'idée de race, c'est-à-dire la famille, mais conçue comme famille de sang, avec l'idée que le sang, là encore, est transmis uniquement par les pères, cette idée de race prend une importance qu'elle n'avait pas jusqu'alors, qui contribue de plus en plus à découpler l'idée de transmission de la qualité nobiliaire, le fait d'être noble, de la possession de fiefs et de dignité
de fief de dignité, et de seigneurie. De même, l'apparition d'une noblesse de robe fondée sur la possession d'offices de justice vénaux anoblissants, donc ce sont des charges de justice qu'on achète et qui confèrent la noblesse. Et c'est, disons, pour faire simple, l'apparition de cette noblesse de robe est entérinée sous le règne d'Henri IV au début du XVIIe siècle. Cette apparition est très mal vue par nombre de seigneurs qui, en contrepoint, affirment au contraire leur propre ancienneté et leur véritable noblesse de sang. Paradoxalement, ces nobles de robe contribuent eux aussi au renforcement de l'idéologie patrilignagère par leur propre pratique de transmission et par la jurisprudence qu'ils développent. Ils sont bien placés pour, ce sont des magistrats au Parlement de Paris, principale cour souveraine de l'époque, développent toute une jurisprudence au cours du XVIIe siècle afin d'assurer la dévolution de leurs offices, qui leur confèrent la noblesse, à leurs fils. La monarchie œuvre également dans le sens d'un renforcement de cette idéologie patrilignagère, prenant appui sur les demandes de contrôle émanant du second ordre lui-même, sur les rivalités au sein des élites nobiliaires et sur les échecs de la Fronde. Colbert lance à partir de 1661 une série de grandes enquêtes de noblesse à l'échelle du royaume. L'objectif affiché est de réduire les abus et les usurpations, mais l'entreprise relève aussi d'une volonté de contrôle social et politique sur le second ordre qui justifie l'instauration d'une délimitation juridique claire de celui-ci. Et du coup, la noblesse passe sous le contrôle de la monarchie et elle est définie juridiquement à la fois par le service au roi et par la race, donc en termes patrilignagers, à condition toutefois de pouvoir prouver cette race, c'est-à-dire l'ancienneté de la noblesse au sein du patrilignage. Donc il y a toute une activité généalogique qui s'ensuit et qui touche toutes les familles nobles, et c'est bien cette production de généalogie purement patrilinéaire, on ne remonte que par les hommes, qui a contribué à imposer partout une conception de la parenté nobiliaire sur le modèle du patronyme et du patrilignage. Alors cette prégnance d'une idéologie du sang n'est pas coupée des évolutions des pratiques de transmission, et de fait, un des indices majeurs de cette transformation, c'est la disparition progressive des relèvements de noms et d'armes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, reprendre un nom maternel avec le patrimoine associé par le mari en épousant une héritière n'est plus une option pratiquement qui est considérée. À cela s'ajoute tout un ensemble de moyens pour favoriser l'aîné des mâles dans la transmission. Alors, donation entre vifs au profit d'un héritier, liberté de disposer de ses biens meubles par testament, mise en religion de certains enfants, faculté pour les enfants de renoncer aux successions paternelles et maternelles. Tout ça est utilisé pour écarter un certain nombre d'héritiers et en favoriser un autre. Et l'aîné des mâles à cette époque. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que l'importance de la transmission des biens par les femmes n'est pas affectée par le triomphe de ces pratiques et de cette idéologie patrilignagère. Elle demeure tout à fait essentielle au maintien des lignées masculines. En revanche, la nature des biens apportés par les épouses lors de leur mariage change. Dans les dernières décennies du XVIIe siècle, les dots ne se font pratiquement plus jamais en terre, mais principalement en rente et en argent comptant. Et le phénomène se généralise au XVIIIe siècle. Alors ça a une influence parce que ça signifie que les terres circulent moins par l'alliance, mais au contraire doivent passer par la médiation d'un achat. Donc le rapport des femmes aux biens seigneuriaux de leur maison se distend, ce qui n'a sans doute pas été sans modifier la place au sein des familles, mais c'est aussi l'expression d'un phénomène plus large qui touche toute la noblesse haute et moyenne. En effet, si on regarde comment ça se passe, il y a un accroissement de la monétarisation et du crédit dans les patrimoines, le renforcement de la place du sang d'un autre côté. Tout ça contribue à diminuer l'attachement des hommes à la terre, des nobles à leur seigneurie, et donc à accroître la circulation de celle-ci, jusqu'à donner à la terre une valeur purement marchande. Alors, on le voit très bien dans l'émergence et la diffusion, dans le second tiers du XVIIIe siècle, des ventes des domaines fonciers, y compris de domaines de dignité, c'est-à-dire de baronnie, de comté, voire de duché, par petites annonces, et ce à l'échelle du royaume. Donc là se met en place un véritable marché des seigneuries à l'échelle du royaume. Il y avait donc tendanciellement une désarticulation entre le statut des gens, la propriété et le pouvoir. Et c'était d'autant plus le cas que
le renforcement de l'idéologie patrilinéaire et l'inflexion patrilinéaire ont changé le système onomastique, c'est-à-dire la façon de se nommer des gens à partir du règne de Louis XIV. Progressivement, les nobles abandonnent l'usage de leur nom de seigneurie. Vous êtes Dupont, seigneur de Durand. Et pour l'intégrer directement à votre patronyme, et vous appelez Dupont de Durand. Ce nouvel usage, c'est là où c'est intéressant, a permis l'utilisation d'un nom de terre sans lien avec la possession effective d'une seigneurie portant le nom. Un exemple, les Compins de l'Étang ajoutent le nom de leur terre, de l'Étang, à leur patronyme, précisément au moment où ils se séparent de la terre et où ils ne la possèdent plus. Et de tels exemples sont nombreux. Enfin, dernier point, l'organisation sociale du fief a également été touchée par la dissociation partielle entre les dignités et la possession de terres de dignité. Par exemple, une baronnie, un duché. Sous le règne de Louis XIV, le roi se met à créer des marquis et des ducs à brevet. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disposent du titre sans pour autant détenir un fief érigé en marquisat ou en duché. Donc la dignité se détache de la possession du fief de dignité, processus qui accentue encore davantage le développement d'un marché des seigneuries libéré des enjeux et de la parenté et de la féodalité. Alors vous voyez, entrer dans l'analyse des changements, des formes de l'héritage peut aboutir à une histoire beaucoup plus générale des changements d'une société. Les changements dans les pratiques de transmission peuvent avoir des conséquences considérables, ce qui n'est pas anodin. Donc, et je renvoie là aux interventions de ce matin, puisqu'on est en ce moment dans des mutations, et on voit que ça a des conséquences sociales qui peuvent être extrêmement fortes. La noblesse est progressivement détachée de son rapport aux seigneuries, à la terre, pour être avant tout définie par le sang. Et paradoxalement, la nouvelle conception de la noblesse qui a émergé, désormais largement détachée de ses origines féodales et fondée sur la seule idée du sang, explique en partie pourquoi sa reconnaissance sociale a pu survivre à la coupure révolutionnaire et à l'abolition du régime seigneurial. Sa perpétuation n'était plus dépendante de ces derniers. Avec ce problème, ce point que cette noblesse, telle qu'elle a été comprise depuis lors, alors et depuis lors, par tous ses défenseurs, était en fait relativement récente et qu'on aurait tort de voir dans l'idéologie du sang la valeur éternelle d'un groupe qui avait été profondément transformé entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Bien, merci beaucoup. Alors, on va sauter l'épisode pénible de la Révolution française. On arrive en 1850, grosso modo. Voilà, chez Eugénie Grandet. Bien, c'est pas vraiment... Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de présenter ce papier devant un public qui est certes clairsemé, mais qui a l'air tout à fait intéressé vu le niveau des questions. Donc, avant de commencer, je voudrais vraiment remercier la Fondation pour avoir retenu donc, non seulement mon papier, mais aussi donc, les deux projets qu'on a écrits avec Marion. Donc, ça nous a permis d'avoir des échanges intéressants avec d'autres chercheurs, donc avec des historiens, sociologues, etc. Donc, c'était très, très intéressant comme expérience. Merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, donc l'introduction qu'a fait François Dubié était assez claire, de la question donc, du mariage et aussi du contenu vraiment du mariage, donc des contrats de mariage, de la dot et des régimes matrimoniaux. Et surtout, donc, je vais faire le lien entre la question du mariage et du couple, et de la famille au sens large, et celle du patrimoine, évidemment, de l'héritage, qui est le thème de la journée. Je pense que vous l'avez noté. Tout s'affiche tout seul, c'est bien. Donc la problématique générale qu'on va se poser, c'est la question donc, quel est le poids vraiment du patrimoine dans les choix matrimoniaux des individus, ou de façon plus large, quel est le rapport, quel est le lien entre patrimoine et matrimoine, on va dire, entre les choix matrimoniaux. Et en fait, on a vraiment deux façons de répondre à cette question. Je pense qu'on va y revenir après. Qui sont celles-là. Donc il y a deux façons. Une première façon qui pourrait être celle la plus intuitive finalement, et celle qui vient peut-être la première en tête, c'est l'analyse de l'homogamie, c'est-à-dire pour évaluer le poids du patrimoine dans les décisions des couples, il faudrait juste regarder si les riches épousent les riches ou s'il y a vraiment un lien entre la richesse des deux conjoints. Donc c'est des travaux qui sont assez anciens et qui ont été faits de nombreuses fois. J'ai notamment travaillé sur ces questions-là aussi. Le problème, c'est que d'un point de vue patrimonial, contrairement aux revenus à l'éducation, c'est quelque chose qui peut s'accumuler sur beaucoup de temps. Et donc, en regardant juste des couples à un moment donné, donc au moment de leur rencontre, on perd un peu cette dynamique d'accumulation.
et des couples qui sont par exemple très inégaux au moment de leur rencontre peuvent devenir beaucoup plus égaux 20 ans, 30 ans après, s'ils mettent des biens en commun ou avoir au contraire des stratégies complètement différentes. Donc ça nous donne vraiment une photographie à un moment donné, mais pas cet aspect accumulation, cet aspect dynamique qui est vraiment important pour le patrimoine, évidemment en question pour l'héritage ensuite. Donc la deuxième approche qu'on va choisir ici, qui est beaucoup plus rare, c'est celle d'étudier vraiment la forme légale de vie en couple. C'est un terme un peu moche, mais on va se poser la question de savoir si les gens, quel est le recours au mariage, le recours au contrat de mariage, quel régime matrimonial choisissent les individus. Et donc ça va nous dire, va nous donner une autre approche et nous dire beaucoup plus de choses sur cette dynamique d'accumulation et sur les conséquences en fait, à long terme de ces choix. Donc ça va... Donc c'est une des premières motivations. La deuxième, c'est que ça va aussi nous informer assez fortement sur ce qu'on va appeler la nature du patrimoine, c'est-à-dire, c'était les mots en introduction donc, de François Dubé, savoir si le patrimoine est plutôt dynastique, donc si les parents ont un point important, et si le patrimoine est en quelque sorte bloqué au sein de la lignée, donc de la famille vraiment au sens large, ou s'il est plutôt vraiment géré par le couple seulement, ou vraiment par les individus au sein du couple. Donc regarder les choix matrimoniaux nous dit beaucoup de choses sur cette nature du patrimoine, et ça je vais y revenir, et Marion y reviendra surtout. Ça peut avoir beaucoup de conséquences en termes d'analyse économique, mais aussi en termes politiques, en termes de fiscalité, donc ça a beaucoup de conséquences, et c'est une question qui est assez importante évidemment. Donc concrètement, ce qu'on va faire aujourd'hui, pendant ces 20 minutes, c'est de regarder l'évolution des choix matrimoniaux des couples français sur longue période, donc sur près de 150 ans. Donc comme ça vient d'être dit, on va juste échapper à la Révolution et commencer un peu plus tard, parce que nos données commencent là simplement. Donc c'est pas du tout dérangeant d'aller jusqu'à la Révolution, mais on n'a pas des données qui vont jusque-là. Donc on va de 1855 jusqu'à récemment, jusqu'à des dernières données qui s'arrêtent en 2005 ou un petit peu plus tard pour certaines, et on va se poser plusieurs questions. Donc ça va être une approche assez descriptive ici, donc il n'y aura pas vraiment de théorie et de modèles très, très compliqués derrière, on va décrire simplement ce qu'on voit, essayer de le comprendre. Et donc on va se poser plusieurs questions, donc comment ont évolué le recours au mariage, au contrat de mariage et aussi à la dot, donc qu'est-ce que ça nous dit ces évolutions-là, et surtout après, donc essayer d'interpréter tout ça et de regarder les conséquences que ça peut avoir, surtout sur un aspect économique. Et on va se baser sur plusieurs types d'informations. Donc là, c'est un aspect important. Je ne vais pas passer trop de temps, mais justement, pour les questions de méthodologie, je pense que c'est important. Donc on ne va pas du tout se baser sur des entretiens ou sur quelque chose de très qualitatif, mais au contraire, on va essayer d'agréger le plus de données possible. Donc là, il y a vraiment un choix entre la finesse de l'analyse, qui fait que là, on ne va pas du tout savoir ce que les gens pensent, pourquoi est-ce qu'ils sont mariés, pourquoi est-ce qu'ils ont vraiment doté leur fille ou leur fils à tel niveau, etc. Donc on ne va pas avoir cette finesse-là, mais on va simplement avoir des choses très agrégées. Donc on va regarder par exemple pour l'aspect matrimonial, donc la question de mariage, contrat de mariage et des régimes. On va regarder on va se baser sur des données d'état civil de mariage, donc tous les ans, on va savoir combien il y a eu de mariages et combien de mariages pour combien de mariages on a établi un contrat de mariage. Donc on va avoir comme ça des taux de contrat de mariage. On va se baser aussi sur des données notariales pour avoir des choses un peu plus fines donc sur les contrats. Et donc ça c'est pour la période ancienne, donc sur en gros milieu 20e, milieu 19e, milieu 20e, et donc sur la période plus récente, ce qui est assez contre-intuitif, c'est plus on remonte, plus c'est proche de nous, moins on a des données précises. Donc c'est la magie des sciences économiques. C'est que pour les données les plus récentes, on va se baser en fait sur des enquêtes patrimoine, donc qui sont des enquêtes tout à fait sérieuses faites par l'INSEE, mais sur lesquelles on n'a pas un aspect exhaustif, on n'a que quelques milliers de ménages interrogés, donc ce qui est déjà beaucoup, on permet de dire pas mal de choses, mais on perd un peu en finesse d'analyse, mais on va essayer ici, donc un de nos buts ici, c'était de faire quelque chose d'homogène, donc de comparer des choses qui sont comparables. Donc il y a tout un travail derrière que je ne vais pas vous présenter, mais qui est justement d'harmoniser ces deux sources de données qui sont un petit peu différentes. Et donc pour l'aspect plutôt patrimoine, donc dot et patrimoine des ménages, à nouveau on va se baser sur deux sources, donc surtout sur des données fiscales pour la période 1880-1980, donc ça commence un petit peu plus tard, et donc ça finit aussi un petit peu plus tard. Et ensuite, pareil, même problème, plus on se rapproche, moins on en sait. Et donc on va se baser sur des enquêtes patrimoine aussi pour avoir un peu plus, pour continuer la série et qu'on puisse quand même dire quelque chose d'intéressant. Donc, pour bien comprendre ces questions-là, évidemment, il faut comprendre un peu comment le régime matrimonial fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vais faire un rappel, parce que je pense que vous êtes à peu près au courant de ce qui se passe. Donc, quand on regarde le patrimoine d'un couple, on peut diviser en fait le patrimoine en trois parties. Donc on va avoir le patrimoine du mari, du partenaire masculin. Donc ce qu'on va appeler aussi ses biens propres, c'est le patrimoine qu'il détient lui-même, sur lequel il a vraiment une action, qu'il détient lui-même, donc individuellement. Même chose pour le partenaire féminin, donc pour la femme mariée si le couple est marié, ou pour le partenaire féminin si le couple
et pas marié, ou le partenaire masculin aussi, si le couple est homosexuel, ça peut... Enfin, les deux conjoints. Et donc le dernière composante, ça va être le patrimoine commun, donc ce qui est détenu en commun par les deux conjoints. Et donc là, c'est un aspect important évidemment ici, c'est que donc, ces biens-là sont détenus à 50-50, donc au moment du divorce ou du décès, donc ils sont séparés en parts égales, quelle que soit la contribution des deux conjoints. C'est-à-dire que si vous achetez une maison en commun, mais il n'y a que monsieur ou madame qui rembourse le prêt parce qu'il n'y a que elle ou lui qui travaille, on va quand même avoir un partage à parts égales pour ces biens-là. Okay, donc il y a vraiment, c'est indépendant complètement de la contribution financière des deux. Et donc le régime matrimonial, c'est quoi son but? C'est d'avoir un effet sur ces différentes parts et donc d'affecter le patrimoine, donc soit de mettre tout en commun, soit de ne rien mettre en commun. Et donc ça va affecter les différentes composantes. Donc ces trois composantes-là vont varier selon le type de régime matrimonial choisi. Donc le régime matrimonial, c'est simple, c'est que ça concerne tout le monde en fait. Donc que vous fassiez un contrat de mariage ou pas, vous êtes quand même soumis à un régime matrimonial. Donc là, on s'intéresse vraiment à tous les couples. Et même si on étend ça, si vous vous mariez pas, vous êtes quand même finalement implicitement soumis aussi à un contrat de mariage si vous choisissez implicitement de séparer vos biens. Si vous ne faites rien, si vous pacsez pareil, vous avez aussi le choix entre plusieurs contrats. Donc, bon là on va raisonner sur les mariés surtout, mais on pourrait étendre vraiment ça à toutes les couples. Et donc ici, quand vous ne faites pas de contrat de mariage, vous êtes quand même soumis à un régime qui est le régime légal, donc le régime par défaut des mariés, donc je vais revenir dessus après. Et quand vous faites un contrat, donc vous pouvez faire plein de choses avec un contrat de mariage. Donc là, on regarde quand même que des aspects économiques. Et à nouveau, avec l'info qu'on a qui est agrégée, on ne peut pas avoir de détails, mais vous pouvez introduire plein de clauses, plein de douaires. Enfin, on a vu ça ce matin. Et surtout, vous pouvez aussi changer de régime matrimonial. Donc, soit garder le régime légal et changer à la marge, soit opter pour quelque chose de complètement différent. Et donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est pas de savoir qui a fait un contrat ou pas, même si ça nous donne déjà une première info, mais de savoir quel régime a été choisi une fois le contrat effectué. Donc on va avoir en fait, en théorie, on a autant de régimes matrimoniaux que de couples, c'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose vraiment à la carte et choisir pour chaque bien si c'est en commun ou pas. Donc en théorie, vraiment, il y a un continuum de régimes matrimoniaux. Dans les faits, les gens vont plutôt partir sur un menu, une sorte de menu de régimes matrimoniaux, et vont regarder généralement, vont réfléchir à partir de quatre grands régimes. Donc, je passe ici sur les... On pourrait en ajouter d'autres, mais là je passe vraiment sur les principaux. Donc le premier, c'est la séparation de biens. Donc là, par définition, vous séparez vos biens et il n'y a pas de biens de communauté. Donc si c'est fait de la façon la plus stricte possible, évidemment, vous pouvez toujours choisir de mettre en commun certains biens. Mais si vous le faites de façon complète, vous allez séparer vos biens. Donc ça, là, il y a juste patrimoine du mari, patrimoine de la femme. Ça peut être très inégal, évidemment, mais rien en commun. Donc après, vous avez d'autres régimes, donc des régimes de communauté, donc il y en a plusieurs. Vous avez le premier, c'est la communauté de biens réduite aux acquets. Donc là, qu'est-ce qui est commun? Ça va être les acquets. Donc les acquets, c'est quoi? C'est ce que vous allez acquérir pendant le mariage. Donc une fois que vous êtes marié, si vous achetez un appartement ou une maison avec quelqu'un, si c'est acheté le lendemain du mariage, c'est commun. Et donc quelle que soit à nouveau la contribution des deux, le bien va être détenu en commun, donc moins les apports des deux. Donc on peut un peu complexifier la chose, mais s'il n'y a pas d'apport du tout, donc ça va être à part égale entre les deux conjoints, même si on n'a qu'un des deux qui rembourse le prêt, par exemple. Et tout le reste va être des biens propres, donc ce que vous avez acquis avant le mariage et ce que vous héritez aussi pendant ou avant le mariage. Donc ça reste propre toujours à l'individu qui reçoit le legs ou la donation. Et donc ce régime-là, ça a été le régime légal. Donc c'est le régime légal qui s'applique aux mariés toujours aujourd'hui depuis 1966. Donc depuis une grande réforme des régimes matrimoniaux sur lesquels je vais revenir après. Donc ça, si vous mariez aujourd'hui sans faire de contrat, vous êtes dans ce régime-là. Avant ça, il y avait un autre régime légal, donc ça a changé entre-temps, c'était le régime des meubles et acquets. Donc c'est assez proche. Là, ce qui est commun, c'est toujours les acquets, donc je ne vais pas l'expliquer. Et ce qui est aussi commun, c'est les meubles. Donc les meubles, c'est pas juste le mobilier de votre appartement, c'est tout ce qui n'est pas en fait immobilier. Donc c'est assez large. C'est tous les comptes financiers, vraiment donc le mobilier de l'appartement, les œuvres d'art, etc. Donc tout ça rentre dans la communauté. Donc ça fait un régime qui est, notamment quand la richesse est surtout mobilière, ça fait des régimes où la communauté est très grande. Et ça a été le régime légal entre donc, la création du Code civil jusqu'à la réforme de 1965. Et donc le dernier, c'est la communauté universelle, donc qui est très connue mais qui est finalement assez rare, où exactement à l'opposé de la séparation de biens, tout est en commun, et donc quel que soit si c'est hérité, avant ou après le mariage, etc., tout est en commun entre les deux conjoints. Donc là, il n'y a pas de bien propre pour chacun des deux conjoints. Donc, premier graphique, donc là je vais vous montrer comment évolue le mariage, et ce qu'on va aussi appeler le taux de mariage, c'est-à-dire qu'on rapporte le nombre de mariages à la population. Donc c'est important notamment quand votre population augmente.
Et ce qu'on voit, c'est que en fait, le mariage était plutôt stable pendant un siècle. Donc là, ça paraît pas du tout stable, étant donné ce qu'il y a derrière moi. Mais ce qu'on voit, c'est que, ce qu'on sait surtout, c'est que pendant très longtemps, donc jusqu'aux années 70, vraiment le mariage pour un couple, c'était un passage obligé. Ça, vous ne pouviez pas légalement, ou même moralement, socialement, ou religieusement, c'était pas vraiment accepté de vivre en dehors donc, des liens du mariage. Donc les gens se mariaient beaucoup. Donc il y a eu 300 000 mariages pendant, de 1865 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc évidemment, il y a des chocs avec les guerres mondiales à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de morts, forcément, donc, notamment la Première Guerre mondiale, donc, ce qui fait qu'il y a une baisse du mariage pendant la guerre, parce que les maris ne sont pas là, et ensuite des remariages ou des mariages après. Donc c'est une période assez compliquée. Mais si vous occultez les deux guerres mondiales et surtout la première, vous avez quelque chose qui est relativement stable, donc tout est relatif à nouveau. Et à partir des années 70, on voit un déclin du mariage, donc, qui est assez connu, qui font que les gens vont se marier de moins en moins et ont un recours de plus en plus fréquent à la cohabitation et au Pacs, vraiment les années les plus récentes. Donc de ce point de vue-là, même si ça ne paraît pas super clair là, mais il faut plus se croire ce que je raconte, on peut se dire que étudier le mariage avant les années 70, ça n'a pas d'intérêt si tout le monde se marie, voilà, c'est un passage obligé, donc du coup étudier le mariage n'aurait pas trop de sens, tout le monde se mariait, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'on voit, c'est que à partir de ce qu'on a vu avant, on peut se dire qu'avant les années 70, ça ne sert à rien. Ce qu'on va montrer, et ce qu'on montre dans cet article, c'est que, en fait, oui, c'est un intérêt. C'est pour ça qu'on est là. C'est que si on regarde d'autres éléments, donc pas juste le nombre de mariages, mais par exemple le contrat de mariage, le choix des régimes matrimoniaux ou la question de la dot, donc je vais y revenir après, ça montre que justement le mariage a beaucoup changé bien avant ce déclin qui est assez connu des années 70. Et on va repérer comme ça plusieurs phases. Donc là, le haut de la courbe ici, donc là c'est pour les années donc 1855 on a donc ce qu'on va appeler un taux de contrat ici de 40%. Là ça veut dire simplement que ces années-là il y a à peu près 300 000 mariages et il y a à peu près 130 000 contrats, donc il y a 40% des mariages pour lesquels il y a un contrat de mariage, ce qui est quand même beaucoup, donc ce qui n'est pas 100% mais ce qui est quand même assez élevé. Et on va voir, donc je vais revenir après en détail, qu'il y a plusieurs phases, donc une phase de déclin et un retour assez récent. Ce qui est important aussi à partir de ce graphique-là, c'est que donc le taux de contrat de mariage évolue de façon assez violente sur certaines périodes. Et surtout, ce qui est intéressant, comme j'ai dit, c'est quels sont vraiment les régimes matrimoniaux choisis derrière. Et ça, on voit que ça a changé beaucoup. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait vraiment la communauté de biens qui était très majoritaire, non seulement pour les individus qui ne se mariaient pas, et aussi pour ceux qui se mariaient. Et on voit que peu à peu, cette communauté de biens s'est érodée et qu'on a vu cette augmentation de cette courbe rouge, qui est la séparation de biens, et qui est à mettre en parallèle, donc non seulement là c'est pour les mariés, mais aussi avec la cohabitation et aussi avec le Pacs. Donc on va avoir sur cette période-là une augmentation de la séparation de biens, de l'individualisation du patrimoine qui va être assez forte. Et donc on a vraiment des changements assez abrupts. Donc c'est assez compliqué, il y a pas mal d'infos sur ce tableau-là, donc je vais essayer de tout synthétiser maintenant. Donc on a une première phase, qui est donc la phase, en fait on a 4 phases, donc j'ai un peu menti à François Dubé, donc j'en ai rajouté une, histoire de tout mélanger. Donc une première phase de 1855 à 1985, au nouveau c'est le début de nos dates, et on a pendant cette phase-là ce qu'on va appeler une phase de stabilité. Alors c'est pas vraiment si c'est vraiment une phase de stabilité ou seulement une transition, mais on va avoir, comme je voulais dire, donc beaucoup de mariages, donc tout le monde se marie parce que c'est obligatoire quasiment d'un point de vue moral, d'un point de vue religieux ou d'un point de vue légal. Donc beaucoup de mariages, beaucoup de contrats de mariage aussi, donc 4 couples sur 10 à peu près, et surtout donc un choix qui va se tourner vers les régimes de communauté. Et on pourrait aussi rajouter des grosses différences entre régions, donc qui viennent du fait qu'on avait plusieurs systèmes légaux pendant l'Ancien Régime, donc ce qui a été expliqué ce matin, donc une grosse différence entre la France du Nord et la France du Sud. Donc on a aussi des grosses différences entre régions, donc ces 40%-là sont très inégales, peuvent être de 80% dans certains départements, dans le Sud-Ouest, et beaucoup plus faibles en Bretagne par exemple, ou en Corse, où ça va être seulement 10-20%. Et surtout, donc ça s'intercale entre 2 phases de déclin, donc on peut peut-être douter de la stabilité de la phase, mais en tout cas, donc ça me donne déjà quelques infos. La deuxième phase, qui est assez intéressante parce qu'on va avoir un peu plus d'infos sur l'aspect patrimonial. Donc c'est à partir de là qu'on a des infos sur la dot, et donc on peut un peu mieux expliquer qui fait quoi, même si c'est de façon à nouveau très, très agrégée. Et donc on va voir sur cette phase-là une sorte de déclin, mais très inégal du contrat de mariage. C'est-à-dire qu'on passe de 40% de contrat de mariage, ce qui est beaucoup, à seulement 20%, donc tout ça en moins de 30 ans. Donc ça prend un peu de temps, parce que c'est quand même des comportements qui changent, enfin, c'est pas très rapide, mais d'un point de vue démographique, ça l'est quand même. Et surtout, on a un déclin qui est très inégal, donc ça va être beaucoup plus marqué chez les plus pauvres, donc les gens pour qui le contrat de mariage a peu d'intérêt d'un point de vue économique, où c'était juste une sorte ça faisait partie de la fête sociale qu'est le mariage, c'était un peu
admis de faire un contrat, même si on n'avait pas d'enjeu patrimonial. Donc là, on va voir que ces gens-là arrêtent de faire un contrat, et seulement les plus riches vont continuer. Et on va voir ça comment? Parce que la dot va prendre une valeur beaucoup plus importante. Donc avant, pareil, on faisait beaucoup de contrats et on dotait beaucoup les gens, même si c'était juste pour transmettre quelques meubles, un peu d'éléments juste mobiliers ou juste des vêtements, enfin des choses pour lesquels il y avait une valeur symbolique, mais pas une valeur monétaire très importante. Et à partir sur cette période-là, on va avoir une inflation vraiment de la dot, et la dot va vraiment devenir un élément de la stratégie matrimoniale des dynasties, enfin des familles au sens large, et on va donc pour attirer les meilleures parties et pour pas faire de mauvais mariages, devoir doter donc surtout ces filles pour attirer les meilleures parties. Donc il y aura une sorte de guéguerre, on va dire, entre les nouveaux riches, les anciens riches, pour justement attirer les meilleures parties. Donc la dot ici va vraiment changer, et on va avoir donc ce déclin du contrat de mariage qui va être assez important, mais seulement surtout chez les plus pauvres, et ça va rester une pratique assez courante dans la bourgeoisie, chez les plus riches. Donc phase suivante, donc c'est l'avant-dernière, ça va être donc une phase, donc une phase qui va durer à nouveau 40 ans. Donc c'est une phase qui est à nouveau très agitée d'un point de vue historique. Donc il y a 2 guerres mondiales, une crise économique, donc c'est assez perturbé, mais d'un point de vue du mariage et des contrats de mariage, c'est relativement stable, parce qu'on va avoir, donc en dehors vraiment des épisodes de guerre à nouveau, une relative stabilité du nombre de mariages et aussi des contrats de mariage. Donc là, juste au niveau du taux de contrat, à nouveau, ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe un peu plus derrière, et on va voir des changements profonds, et donc la fin de l'aspect dynastique et plutôt donc une sorte d'appropriation par les couples eux-mêmes de leur patrimoine. Et ça, on va le voir comment, parce que donc on va avoir une première phase surtout de disparition de la dot. Donc le lien entre parents et enfants est vraiment très affaibli sur la période. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons, parce qu'il y a une taxation qui est mise en place, parce qu'il y a aussi plein de patrimoine qui est détruit. Donc si vous n'avez plus de patrimoine, vous n'avez plus rien à transmettre non plus, donc ça complique un peu la chose. Et surtout, il y a des changements vraiment importants. Et donc François Dubié en a parlé en introduction, c'est sur le rôle de la femme dans le couple. Donc la femme va gagner des droits donc justement par rapport à son mari, donc va devenir enfin l'égale du mari, avec un peu de retard par rapport à la plupart des autres pays riches, et du coup donc va avoir beaucoup plus de poids sur les décisions patrimoniales, donc ça va prendre du temps, et donc ces questions de la dot aussi va devenir moins pertinente peut-être pour doter la femme. Donc il y a tout ce lien-là entre le changement du rôle des femmes sur le marché du travail au sein du couple, et donc le lien entre parents et enfants et le rôle de la dot. Donc ça va être une phase vraiment de modernisation du mariage, donc qui prend à nouveau pas mal de temps, mais donc qui est vraiment en complète opposition par rapport à la phase précédente. Et dernière phase, enfin, ça concerne donc l'époque la plus récente, donc de 1965. Donc on commence cette période-là en fait à la grande réforme des régimes matrimoniaux. Donc je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais donc on commence cette période à cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à 2005, mais on pourrait prolonger un tout petit peu. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir à nouveau des grandes transformations et ce qu'on va appeler une sorte d'individualisation du patrimoine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les ménages, on va avoir de plus en plus de biens détenus individuellement par rapport au total du patrimoine, ou dit de façon inverse, les biens communs vont avoir tendance à prendre de moins en moins de place. Et ça va être dû à quoi? Vraiment au changement matrimoniaux donc des individus. Donc les individus vont moins se marier, donc par défaut vont rentrer dans des systèmes séparatistes, donc juste pas se marier et rester en cohabitation, vont se paxer en séparation de biens, donc pour vraiment les couples les plus récents. Et ça, c'est vraiment un changement très important, parce que pendant très longtemps, donc jusqu'aux années 60-70, vraiment si vous regardiez une photographie des couples français, 97-98% des couples français étaient mariés, et si vous faites ça en 2010, il y en a seulement, donc entre guillemets, 75 qui sont mariés. Donc c'est-à-dire que ça reste la majorité, évidemment, mais il y a quand même une base qui s'érode assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Ce qu'on voit surtout, ce qui est un peu plus nouveau, ce qu'on met en avant ici, c'est que même pour les couples mariés, on va avoir des gros changements de comportement. Donc c'est la courbe rouge que vous voyez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir une mise en place de plus en plus fréquente de la séparation de biens, donc un retour du contrat de mariage, et donc un retour de la séparation de biens assez important, donc qui tranche complètement avec le choix de la communauté de biens qui était vraiment très dominant pendant plusieurs siècles, plusieurs décennies. Et donc la conséquence finale de tout ça, c'est ce qu'on va appeler, ce que va détailler Marion après beaucoup mieux que moi, c'est donc cette individualisation du patrimoine. Conclusion. Donc qu'est-ce qu'on apprend finalement de toutes ces séries, de toutes ces données? Donc là j'ai fait un résumé, j'essaie d'être assez rapide et concis, mais j'aurais pu en parler plus longtemps. Donc il y a 2 enseignements principaux. Le premier, je ne sais pas si je l'ai mis dans l'ordre, c'est que l'histoire du mariage, comme vous l'avez vu, est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc on le savait déjà pour la période à partir des années 70, où on a
Donc cette cohabitation, le changement d'âge au mariage, les changements aussi de fécondité, donc je ne vais pas aborder, mais qui sont aussi importantes. Ce qu'on voit quand on regarde ce qu'on va appeler le contenu économique du mariage, c'est que bien avant ça, en fait, on a eu beaucoup de transformations en regardant quoi? En regardant les contrats de mariage, le rôle de la dot ou le rôle vraiment des régimes matrimoniaux. Donc ça a beaucoup changé bien avant ce déclin donc des années 70. Et surtout, ça nous, d'un point de vue d'économiste, c'est assez important parce que ça nous dit pas mal de choses sur la nature du patrimoine. Et ce qu'on montre ici, c'est que ça a beaucoup changé. Donc, sous l'effet des choix matrimoniaux, on est passé d'un patrimoine dynastique où donc, les parents avaient un rôle très important, donc léguer plutôt une grande partie, léguer des montants très importants, contrôler vraiment le patrimoine de leurs enfants avec la dot ou avec d'autres systèmes, contrôler aussi les choix matrimoniaux de leurs enfants, donc contrôler le choix du conjoint clairement, aussi après le régime qui a été mis en place, donc les parents avaient une grosse influence. On est passé de ces systèmes-là, des systèmes plus individuels où finalement le couple et les conjoints au sein du couple disposent de leur patrimoine et font un peu plus ce qu'ils veulent. Et à nouveau, donc c'est Marion qui va revenir là-dessus, ça ne veut pas dire que cette égalité apparente se révèle à être vraie dans les faits. Donc on va voir justement qu'il y a beaucoup d'inégalités qui sont créées par rapport à ça. Et je ne sais pas vraiment combien de temps il reste, mais il y a beaucoup d'implications donc, sur ces inégalités au sein du couple, donc, dont Marion va parler, et aussi sur des questions plus simples en fait, de fiscalité. C'est qu'est-ce qu'on doit imposer de la même façon un couple qui détient tous ses biens en commun par rapport à un couple où seule une partie des biens va être détenue en commun, ou même s'il n'y a pas du tout de biens détenus en commun, ou seule une partie des biens détenus par un des deux conjoints. Donc ça pose cette question aussi de l'individualisation, pas seulement du patrimoine, mais de la fiscalité qui suit derrière. Et ça pose aussi la question donc, du régime légal qui est imposé en couple. Si de plus en plus de couples essaient d'échapper à la communauté, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée peut-être pas de rendre la séparation de biens donc, comme régime légal, mais au moins peut-être de faciliter son accès. Donc c'est une des implications nombreuses qui découlent de ces travaux. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Les choses sont extrêmement bien faites et nous avons maintenant les conséquences de tout ça avec Marion. Très bien, donc merci beaucoup. Merci Nicolas pour cette introduction. Donc merci d'abord à la Fondation des sciences sociales, notamment d'avoir retenu nos deux projets, puisque en fait ces deux projets, pour raconter rapidement la petite histoire, ce sont deux chapitres qui découlent d'un premier travail qu'on avait fait ensemble, où on montrait que la séparation de biens était devenue beaucoup plus courante sur la période 1998-2010. Et on expliquait peut-être que du coup les patrimoines deviennent plus individuels. Et de là, on a eu ces deux idées qui sont d'abord de mettre la perspective historique sur cette histoire de contrat de mariage. Est-ce que c'était vraiment un phénomène nouveau ou pas? Ça, c'était le premier projet présenté par Nicolas. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'était d'essayer de mesurer l'individualisation du patrimoine, puisque jusque-là, on le présentait comme une conséquence potentielle de l'augmentation de la séparation de biens. Donc, mon travail s'intéresse à l'individualisation du patrimoine en France sur la période 1998-2010. Donc, vraiment, le bout de la courbe présentée par Nicolas, les trois petites dernières cases. Ce travail-là s'appuie sur des changements démographiques récents. Je crois que jusque-là, je ne vais rien vous apprendre, mais quand même, resituons un peu le contexte. Ici, on parle de on a en tête trois évolutions démographiques majeures. Donc, l'accroissement de la cohabitation hors mariage, l'accroissement des taux de divorce et l'accroissement, donc, comme je disais juste avant, de la proportion de couples choisissant un contrat de séparation de biens au moment du mariage, également l'accroissement du nombre de PACS. Donc ces trois phénomènes ensemble vont en fait dans la même direction, qui est de rendre le patrimoine plus individuel, dans le sens où le patrimoine des couples cohabitants n'est pas mis en commun puisqu'ils sont cohabitants. La répartition, au moment du divorce, le patrimoine du couple va être séparé et donc il devient ensuite patrimoine individuel. Et pour les couples qui sont mariés en séparation de biens ou qui sont pacsés depuis quelques années, je ne me rappelle plus la date exacte, en tout cas, depuis le changement, le régime matrimonial par défaut du PACS et également la séparation de biens. Donc,
tous ces aspects vont dans la même direction, qui est que le patrimoine tend à être détenu de façon plus individuelle. Et de là, on se pose 3 questions. Comment j'ai fait? Donc, question par question. La première question qu'on va se poser, c'est dans quelle mesure observons-nous une individualisation du patrimoine? Donc, on va essayer, pour le moment, on est à l'ordre, c'est à l'état d'une idée. On va essayer de mesurer si effectivement on observe un patrimoine plus individuel en 2010 qu'en 1998. C'est notre première question. Notre deuxième question est de comprendre les principaux mécanismes expliquant l'individualisation du patrimoine. Et la troisième question est d'essayer de comprendre si cette individualisation, bon, je ne vais pas vous mentir, hein, effectivement on va trouver de l'individualisation. Donc la question est de savoir si l'individualisation nourrit les inégalités de patrimoine entre hommes et femmes qui ont augmenté ces dernières années. Donc ma présentation va être assez simple. Je vais d'abord vous présenter la méthode et ensuite vous présenter le résultat en étant assez brève sur la méthode. Donc d'abord le patrimoine. Ce qu'on appelle patrimoine ici, c'est l'ensemble des biens. Les biens peuvent être de plusieurs formes. Donc ici je mets en avant le patrimoine financier, enfin les liquidités, le patrimoine financier, bon c'est un peu old school, là c'est les vieux bons du trésor. Le patrimoine immobilier et le patrimoine professionnel. Et donc ce qui est le patrimoine, c'est l'ensemble des biens qui sont possédés par un détenteur. Et ce détenteur peut prendre plusieurs formes. Donc on va avoir d'une part des personnes qui vivent seules, et donc qui sont soit célibataires, divorcés ou veuves. Et on va considérer dans notre étude que les personnes qui vivent seules possèdent seulement des biens propres. Ensuite, on peut avoir également des personnes qui sont en couple non mariés et on va partir du principe qu'elles possèdent seulement des biens propres également. Alors bon, il y a quelques difficultés qui sont liées, alors je vais peut-être un peu y revenir mais pas trop dans les détails. L'essentiel du travail, c'est de regarder bien par bien et de se dire bon, qu'est-ce que j'en fais de celui-là. Il y a une difficulté liée aux biens qui sont possédés en indivision à 50% pour chacun. Dans ces cas-là, on est parti du principe que l'indivision étant vraiment une propriété très commune, on va les considérer comme des biens communs pour essayer vraiment... Notre but, c'était, s'il y a des incertitudes, on va aller vraiment avec l'hypothèse la plus conservatrice et qui va le moins dans notre sens. Et essayer de voir si, même avec ce type d'hypothèse, on observe une individualisation. Donc, pour les couples mariés, non mariés, on va partir du principe qu'ils ont des biens propres, sauf pour le logement quand il est détenu en indivision. Ensuite, nous avons donc des couples qui peuvent être mariés. Et quand ils sont mariés en communauté de biens réduite aux acquis, donc qui est le contrat par défaut, comme l'a expliqué Nicolas, c'est finalement le cas le plus difficile, puisqu'en fait, il faut distinguer les biens acquis avant mariage, qui vont être considérés comme des biens propres. Et ensuite, pour les biens qui sont acquis par héritage, on va également les considérer comme des biens propres. Et par contre, les biens acquis pendant le mariage vont être considérés comme des biens communs. Et pour finir, on a également les couples qui sont mariés en séparation de biens, pour lesquels on va supposer qu'ils n'ont que des biens propres, et on va faire la même hypothèse sur le logement principal quand il est détenu en indivision, toujours dans le but d'être le plus conservateur possible dans ce type de définition. Pour mesurer le patrimoine, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des données d'enquête. On utilise les données de l'enquête patrimoine faite par l'INSEE en 1998 et celle de 2010. Donc, pour parler en termes de sondage, ce sont des coupes répétées. Donc, on observe un certain nombre de ménages, donc de l'ordre de 15 000, entre 15 et 20 000 à chaque enquête, et qui sont représentatifs de la population, avec une surpondération des ménages les plus riches, pour que, comme tout le patrimoine, une grosse partie du patrimoine est détenue par les plus riches, comme ça on a quand même suffisamment de monde pour en dire quelque chose. Pour chaque ménage, on pose des questions sur l'ensemble des biens. Donc on demande, alors qu'est-ce que vous avez? Un livret A, un appart à Saint-Tropez, ce genre de choses. Et à partir donc de ces biens, on va décrire chacun des biens, la valeur, etc. Et on va aussi demander, donc bien sûr, qui est le détenteur, et on a des informations démographiques sur le ménage. Donc la méthode
et en 2 étapes. La première étape consiste à identifier à qui appartient chaque bien. Donc là, nous avons les mêmes biens que tout à l'heure, et puis selon le statut matrimonial, on va dire, voilà, ce bien est détenu par une personne qui vit seule, ou là, dans le cas de la maison, il est détenu par des gens qui sont mariés en communauté de biens Rei-du-Tozake, ou dans le cas du tracteur, on va considérer qu'il s'agit d'un bien propre quand on peut identifier à qui appartient exactement ce bien-là dans le ménage, quel que soit son statut. Donc on identifie à qui appartient chaque bien, et ensuite on va construire le patrimoine individuel, qui va être en fait la somme des patrimoines détenus par des gens qui vivent seuls, plus la somme des patrimoines qui sont détenus par des gens qui vivent en couple non mariés ou en séparation de biens, plus les biens propres pour des gens qui sont mariés en communauté de biens. À partir donc une fois qu'on a construit ces gros agrégats, on peut, donc ça c'est ce que je viens de dire, alors là, la formule ne sort pas du tout, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un indice d'individualisation. Donc, on prend l'ensemble des valeurs des biens qui sont détenus par des gens en biens propres, donc les gens qui vivent seuls, etc., ce que je viens juste d'expliquer. Et on va diviser ça par la somme de la valeur des biens qui sont possédés dans la société. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet indice, en fait, nous permet de se rapporter à taille de gâteau égale, c'est-à-dire que comme le patrimoine a énormément augmenté, la valeur des patrimoines a énormément augmenté sur la période, elle a été quasiment multipliée par 2, l'idée c'est de se rapporter à une taille donnée, de savoir comment est réparti le patrimoine entre patrimoine individuel ou patrimoine collectif. Donc ensuite on compare l'indice à plusieurs dates, et on va ensuite décomposer l'indice pour comprendre d'où vient l'évolution. Donc pour ce qui est des résultats, le premier résultat, c'est qu'effectivement, le patrimoine s'individualise. Il s'individualise pour 2 raisons. Donc, si on prend l'ensemble du patrimoine des ménages, en 1998, il y a à peu près 22% qui appartient à des personnes qui vivent seules. Et ce pourcentage est de l'ordre d'un peu plus de 26% en 2010. Par contre, pour ce qui est du patrimoine des personnes qui vivent en couple, la part du patrimoine détenu en biens propres a également augmenté, puisque un petit peu moins de 20% donc du patrimoine des ménages est détenu de façon individuelle par des gens qui vivent en couple. En 1998, elle s'est montée à 22% aujourd'hui, enfin en 2010. Donc si on fait la somme des deux, on a un patrimoine individuel qui est de l'ordre d'à peu près 42% en 1998 et d'un peu plus de 48% en 2010, donc une augmentation de 6 points de pourcentage. Donc est-ce que c'est beaucoup, 6 points de pourcentage? Donc déjà il faut imaginer, donc ça veut dire un accroissement de 15%. On est sur du stock de patrimoine, donc qui sont des choses, les stocks ça évolue quand même très très lentement. Donc une augmentation de 6 points de pourcentage, c'est pas rien sur une période quand même de 12 ans qui est une période assez courte. Quand on pense, c'est des phénomènes qui sont très proches des phénomènes démographiques. Alfred Sauvy, donc le père fondateur de mon institution, disait que s'intéresser aux phénomènes démographiques, c'est comme regarder bouger sur une montre la petite aiguille, celle qui indique les heures. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire que quand on cherche à regarder les stocks, on est sur des choses qui normalement bougent très très peu, et ici, 6 points de pourcentage, ce n'est pas rien. Ce qui est intéressant, c'est que le patrimoine s'individualise finalement quand on répartit, on regarde les ménages où ils sont dans la répartition du patrimoine. Donc on va regarder d'un côté les 50% des ménages les moins riches, ensuite de 50 à 80%, etc. On s'aperçoit donc de 2 choses. Si on regarde d'abord le poids de leur patrimoine dans celui des ménages, le poids des patrimoines des gens les plus riches s'est accru. Donc, ce qui revient à dire que les inégalités de patrimoine se sont accrues sur la période, et le poids du patrimoine des ménages les moins riches, donc les plus pauvres, a baissé, donc toujours cette histoire d'inégalité. Si on regarde la part du patrimoine individualisé au sein de chaque groupe, on s'aperçoit en fait que le patrimoine a tendance à s'individualiser pour chacun à tous les niveaux de la distribution des patrimoines.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que les ménages qui individualisent le plus sont d'une part les ménages les plus pauvres et d'autre part les ménages les plus riches. Alors, ils le font de façon complètement différente. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais globalement, c'est parce que les ménages les plus pauvres sont plus en cohabitation et plus séparés, et les plus riches font de la séparation de biens. C'est le message essentiel. Pour continuer, sur ces... alors, j'aimerais bien que je puisse... Ça serait bien de pouvoir suivre de mon côté également. Pour continuer, donc le deuxième point qui répond à notre deuxième question, c'est d'essayer de comprendre, d'expliquer l'individualisation du patrimoine. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Soit la structure démographique de la population a changé, soit l'accumulation de patrimoine se fait plus souvent hors mariage, et donc les gens qui vivent seuls sont plus riches. Donc pour illustrer un petit peu ces deux hypothèses, jusque-là on a travaillé sur ce type de population, donc avec quelques personnes seules, quelques personnes non mariées, en couple non marié. Et l'hypothèse, donc la première hypothèse est que la structure démographique de la population a changé, et avec plus de personnes qui seraient seules, plus de personnes en couple non marié, ce qui expliquerait donc plus d'individualisation. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est qu'à structure de population donnée, les gens qui vivent seuls ou en couple non marié sont devenus plus riches. Et donc dans ce cas-là, également, on observerait une individualisation du patrimoine. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est que on va essayer de décomposer les effets de structure de population des effets d'enrichissement de population. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va diviser donc, notre population d'ensemble en petits groupes, donc les personnes vivant seules d'un côté, les personnes en couple et selon le type de couple d'un autre côté. Et on va calculer la contribution de chacun des groupes à l'individualisation du patrimoine, donc comprendre quel est le patrimoine qu'elles détiennent dans le patrimoine d'ensemble de la société. Et on va regarder dans la contribution de ce groupe, qu'est-ce qui vient de la taille du groupe, qu'est-ce qui vient de la richesse relative du groupe. Donc relative, ça veut dire leur richesse moyenne par rapport à la moyenne dans la population. Est-ce qu'ils sont plus riches qu'un ménage moyen de la population, ou est-ce qu'ils sont plutôt moins riches qu'un ménage moyen, et comment ça a évolué dans le temps. Pour ce qui est donc des personnes vivant seules, la première chose qu'on peut constater, c'est que le poids, la contribution des personnes divorcées a énormément augmenté sur la période. Donc ils expliquaient de l'ordre de 5% du patrimoine individuel dans la population en 98. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 8,4%. Alors que pour ce qui est des personnes veuves et célibataires, on est à peu près au même niveau qu'avant. Cette augmentation pour les divorcés provient en fait de deux choses. La première chose, c'est que, premièrement, ils sont plus nombreux, et deuxièmement, ils sont relativement plus riches. Donc, on a le poids des personnes seules et la contribution des personnes seules à l'individualisation des patrimoines qui a augmenté, et ça vient du fait que le groupe est plus grand et que le groupe est aussi plus riche. Donc, les deux mécanismes sont en action ici. Pour ce qui est des autres groupes de personnes vivant seules, en fait, on s'aperçoit que, par exemple, les célibataires sont plus nombreux, mais ils sont moins riches. Ce qui explique qu'en fait, ils expliquent que leur contribution est relativement stable dans le temps. Et par contre, pour les personnes veuves, ils sont toujours aussi riches et toujours aussi nombreux, ou peu nombreux ou peu riches, selon la façon de le voir. Donc finalement, pour expliquer l'individualisation du patrimoine, une grande partie vient de la diffusion du divorce, et la diffusion du divorce dans tous les strates de la société, même parmi les plus riches, ce qui explique que le patrimoine moyen des divorcés est plus élevé aujourd'hui. Pour ce qui est donc de la deuxième... et puis bien sûr ils individualisent tout puisqu'ils sont seuls. Et pour ce qui est donc des personnes qui vivent en couple, si on s'intéresse premièrement à la contribution du groupe, on s'aperçoit que c'est principalement la contribution des couples mariés en séparation de biens qui explique l'individualisation du patrimoine parmi ce groupe des personnes qui vivent en couple. Alors que ça a un petit peu baissé pour les couples mariés en communauté et un petit peu augmenté pour les couples cohabitants. Donc ces éléments viennent en fait premièrement d'un effet taille.
Donc les mariés en séparation de biens sont plus nombreux en stock, donc on a une augmentation d'un point de pourcentage. Alors ça paraît peu, mais il passe de 4 à 5%, ce qui est une relativement grande augmentation. Encore une fois, on parle de changement de stock, hein. Donc c'est vraiment c'est des choses qui évoluent lentement normalement. Ce qui est assez extraordinaire là, sur la période, c'est vraiment la baisse du pourcentage de personnes qui vivent en communauté, qui sont mariées en communauté. Donc ici, c'est les communautés de biens réduites aux acquis plus les communautés universelles. Communauté universelle, il faut imaginer que c'est epsilon, hein, c'est 1 ou 2% de la population, c'est presque rien. Donc leur nombre a fortement chuté et celui des cohabitants a augmenté. Et pour ce qui est des effets de richesse, donc les séparations de biens, ils sont non seulement plus nombreux, mais ils sont aussi plus riches. Leur patrimoine moyen représente en 2010 2,7 fois le patrimoine moyen dans la population. Donc c'est quand même assez considérable. Alors que les couples mariés en communauté, eux, ont un patrimoine qui représente environ 1,3 fois le patrimoine moyen. Alors que le patrimoine moyen, la richesse relative des couples cohabitants a également un petit peu augmenté. Donc, et par ailleurs, oui, dernier point important, pour ce qui est de la façon de mettre en commun au sein du groupe, on observe peu de différence entre 1998 et 2010 pour les couples mariés en communauté de biens. Pour les couples mariés en séparation de biens, par contre, les couples cohabitants tendent à mettre plus en commun leur patrimoine. Donc tout ça s'explique par le fait que pour les cohabitants sont de plus en plus à même d'acheter un logement en commun, puisqu'on a mis le logement acheté en indivision comme du bien commun. Pour ça qu'en fait, ils ont une part de leur patrimoine qui est relativement plus commune aujourd'hui que ce que c'était. Donc même s'ils sont plus riches, plus nombreux, comme ils mettent plus en commun, finalement, leur contribution dans l'individualisation du patrimoine est relativement stable. La contribution pour les mariés en communauté baisse parce qu'ils sont moins nombreux. Donc même s'ils ont un petit peu de biens propres, c'est toujours la même part à peu près, mais ils sont moins nombreux, donc leur contribution baisse. Et par contre, la contribution des couples mariés en séparation de biens augmente du fait qu'ils sont plus riches et ils sont plus nombreux. La dernière question à laquelle on s'intéresse dans ce travail, c'est de comprendre à qui profite l'individualisation, puisque maintenant qu'on dit individualisation, dans l'individualisation, il y a individu. Et on va essayer d'un petit peu comprendre comment cette individualisation se répartit entre les individus. Et on va s'intéresser donc à la question des hommes et des femmes, en faisant exactement le même travail, mais avant on comptait le patrimoine individuel comme l'ensemble du patrimoine appartenant à une personne seule. Aujourd'hui, on va séparer en fait ce qui appartient aux hommes et ce qui appartient aux femmes. Donc c'est exactement le même indice, sauf que on le décompose en deux indices, celui des hommes et celui des femmes. Et on va essayer de comprendre comment ces deux indices évoluent. Donc tout d'abord, on observe en fait que le patrimoine des hommes a augmenté sur la période. Il détenait un petit peu moins de 50% en 98, 50% du patrimoine, et à peu près un peu plus de 51% en 2010, donc c'est une petite augmentation. Par contre, le patrimoine des hommes vivant seuls passe d'à peu près 8 à 11%, et le patrimoine des hommes vivant, le patrimoine individuel des hommes vivant en couple passe de 12,5 à 14,5%, ce qui fait, si on fait la somme des deux, le patrimoine individuel des hommes passe d'un peu moins de 21% à un peu moins de 26%. Donc une augmentation en fait qui n'est pas du tout négligeable. Surtout si on compare cela au patrimoine des femmes. Donc leur patrimoine a un petit peu baissé, hein, puisque forcément la somme des deux c'est le patrimoine dans la société. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le patrimoine des femmes vivant seules a un petit peu augmenté, en passant de 14 à 15%. Le patrimoine individuel des femmes vivant en couple est resté stable, et donc finalement le patrimoine individuel appartenant à des femmes est resté relativement stable sur la période. Un petit peu augmenté, mais c'est quand même par rapport à ce qui se passe pour les hommes, on est à des niveaux d'individualisation beaucoup moins forts pour les femmes.
Donc je vous passe, on peut faire le même exercice sur les mécanismes sous-jacents pour les hommes et pour les femmes. Je vous passe tous les tableaux parce que ça devient des très grands tableaux. Mais pour résumer ce qui se passe, alors il y a deux choses qu'il faut expliquer. L'accroissement du patrimoine des hommes vivant seuls et l'accroissement du patrimoine des hommes qui vivent en couple. Pour ce qui est des hommes qui vivent seuls, en fait, corollaire à ce qu'on a vu juste avant, c'est principalement lié aux hommes divorcés qui sont plus riches et plus nombreux, et aux hommes veufs qui sont également plus riches et plus nombreux, donc ce qui augmente mécaniquement la part du patrimoine individuel appartenant à des hommes. Pour ce qui est des hommes qui sont en couple, en fait, les hommes sont plus souvent mariés en communauté de biens, et les hommes qui sont mariés en communauté de biens sont devenus relativement plus riches, et notamment relativement plus riches que les femmes mariées en séparation de biens. Pour ce qui est donc dernièrement des hommes mariés en communauté de biens, en fait, ce qui se passe, c'est que les hommes mariés en communauté de biens individualisent beaucoup plus leur patrimoine, et notamment en comparaison aux femmes mariées en communauté de biens, qui, elles, vont avoir un patrimoine qui est toujours détenu de façon commune. Donc en gros, l'histoire, c'est que les couples mariés en communauté de biens, ils ont peut-être une maison ensemble, mais monsieur a également des actifs professionnels qui ne sont pas mis dans le patrimoine commun. Et ces actifs professionnels sont devenus beaucoup plus importants au prix de la valeur, où ils sont plus nombreux, et ils sont plus, en tout cas, leur valeur est plus importante au cours de la période. Donc voilà pour les hommes. Par contre, donc, ce qui se passe pour les femmes, en fait, il y a une relative stabilité qui en fait est un petit peu en trompe-l'œil, parce qu'il y a deux choses qui se passent. D'un côté, un faible accroissement du patrimoine des femmes qui vivent seules, qui sont dues en fait à deux choses. D'abord, il y a une augmentation du patrimoine individuel des femmes divorcées et une baisse du patrimoine des veuves. Donc les veuves sont moins riches, mais les femmes divorcées sont plus riches. Donc finalement, ce qu'on observe au niveau macro, que le patrimoine des femmes seules est toujours à peu près constant, en fait, derrière, à l'intérieur du groupe, il y a quand même des différences et des mécanismes différents qui arrivent. Et ce qu'on observe chez les hommes qui sont plus souvent divorcés et plus riches quand ils sont divorcés, on l'observe également chez les femmes. Pour ce qui est des femmes qui sont en couple, on observe donc un accroissement, d'une part un accroissement qui est dû aux femmes cohabitantes et aux femmes en séparation de biens, qui sont plus nombreuses et plus riches, et qui individualisent un peu moins au cours de la période. Et par contre, on a une baisse qui est due aux femmes qui sont mariées en communauté de biens, qui sont moins nombreuses. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc voilà. Donc la question maintenant qui reste un petit peu en suspens, à laquelle on commence à répondre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu des différentes accumulations entre les hommes et les femmes sur la période, qui peuvent donc s'expliquer de plusieurs façons. D'abord, la structure du patrimoine est un peu différente, et ces différences en fait sont allées dans le sens d'une augmentation du patrimoine des hommes, qui en fait ont plus de patrimoine financier, donc ce que j'appelle patrimoine financier ici, les actions, les bons du trésor, les assurances-vie, ce genre de choses. Donc les hommes ont plus de patrimoine financier et plus de patrimoine professionnel, or ce patrimoine a pris énormément de valeur au cours de la période. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est évidemment ce à quoi on pensait, on a déjà un petit peu évoqué l'histoire avec Nicolas, les différences de carrière entre les hommes et les femmes qui, même si les carrières se rapprochent, il y a encore des différences de carrière qui peuvent expliquer des accumulations de patrimoine différentes entre les hommes et les femmes. Donc en guise de conclusion, c'est une question que je vais poser en guise de conclusion, qui s'appuie sur deux choses. D'une part, donc, pour les personnes en couple, à patrimoine donné, plus la part du patrimoine individuel est importante, plus les enfants sont avantagés par rapport aux conjoints. Et pour les personnes seules, quand elles ont des enfants, les enfants donc héritent directement de ce patrimoine. Et donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est si l'individualisation du patrimoine n'aurait pas tendance à favoriser donc la transmission directe aux descendants, sans passer donc par le conjoint, et donc une reproduction des inégalités de patrimoine beaucoup plus rapide dans les générations futures. Voilà. Bien, merci beaucoup.